ben, bonsoir les amis, ça va Salut bien? Philippe. Hello. Bonsoir. Salut. Bonsoir, bonsoir. Alors on a causé de plein de trucs sur la transposition, le présentiel à distance, les limites de la distance, etc. Et ce soir, on a prévu de parler des récalcitrants, c'est-à-dire ceux qui, malgré tous ces jours, toutes ces obligations, toutes ces incitations et invitations à essayer quand même de faire un peu de formation malgré les contraintes habituelles, sont toujours récalcitrants. Comment on peut les convaincre, ces récalcitrants? Déjà, quel est leur portrait robot? Quels sont leurs freins et comment on peut les convaincre? Aujourd'hui, on peut quand même tout de suite avoir une grande compassion pour toutes les objections que peuvent avoir toutes ces personnes qui sont dans cette injonction d'avoir à se former parce que tout a été mis en place. Et par contre, ils ont aussi le boulot, aussi les mômes, aussi à gérer le stress du confinement et que peut-être finalement la formation, même s'ils savent que c'est super important, ben, ça passe quand même après parce que c'est un élément, c'est un plus. C'est un plus à activer et que ben, peut-être finalement ils ont quand même des très très bonnes raisons aujourd'hui matérielles ou psychologiques de dire ben, je n'ai pas la disponibilité mentale d'aller me former, je vais d'abord m'occuper des autres. C'est une très très bonne raison et on la comprend de toute façon. Hier, Mais on me demandait, Philippe, pour rebondir aussi sur la remarque de Yannick, on me demandait est-ce que le faire comme ceci à distance et en ayant entre autres recours à une classe virtuelle, est-ce que c'est réellement formé? Comment tu m'assures, comment tu me garantis que c'est une formation? C'est-à-dire que celles et ceux que tu vas former, si tant est que ça en soit une de formation, vont être capables de. Donc, je repose la question à mon tour. Et moi, j'ai eu la même question où on a beaucoup de formateurs chez nous qui viennent en disant ben, je vais faire ça, un webinaire, une classe virtuelle, mais un événement one-shot. Et donc, la question, c'est où est la formation et où est l'information là-dedans aussi et qu'est-ce qu'on vise? Alors, c'est là qu'on peut commencer à distinguer le webinaire de la classe virtuelle à partir du moment où il est intégré dans un trajet. Il y a quelque chose avant et quelque chose après, il y a un accompagnement qui est prévu où là, on peut vraiment rentrer dans une acquisition de compétences. Nous, on a beaucoup de formateurs, ils ne sont pas récalcitrants pour passer au digital, ils sont récalcitrants pour changer, enfin, pour comprendre que le digital, c'est aussi un peu changer peut-être la manière dont ils le faisaient en présentiel. Et donc, si, comme on disait dans les réunions précédentes, hein, ils avaient leur tracé pédagogique qui pouvait sûrement être repensé, mais avec le digital, ben, on voit que ça met certaines lacunes en exergue et qui disent, OK, je vais vers le digital, mais je garde exactement ce que je faisais en présentiel et je le fais en digital pour toutes des bonnes ou des mauvaises raisons. Mais donc, c'est plus les récalcitrants sur se dire qu'il y a une manière de former aussi pédagogique, il faut garder une qualité pédagogique plutôt que de passer au digital, quoi. Donc, et donc voilà, nous, on essaie aussi de leur indiquer, pour être très concret, mais est-ce que vous avez déjà suivi une formation en ligne? Ou bien allez-y, lancez-vous. C'est aussi le conseil qu'on peut leur donner. Allez-y, testez un outil, créez quelque chose, lancez-vous et vous aurez le retour aussi. Faites un peu du learning by doing, hein, mais testez certaines choses en tant que participant, en tant que formateur. Voilà, c'est l'occasion de vous lancer aussi, quoi. Oui, puis pour retourner à la question, parce que depuis les petites paires d'années qu'on est dans ce métier, on l'entend souvent, hein, en quoi le e-learning c'est de la formation, en quoi la classe virtuelle c'est de la formation. Moi j'ai envie de dire en quoi la formation c'est de la formation. Euh, qui viennent nous prouver que ça marche mieux en salle, que ça marche mieux en classe virtuelle, en e-learning, en blended, etc. Donc à partir de là, on pourra commencer à discuter. Mais blague dans le coin, enfin, il faut vraiment remettre ça en perspective. Il n'y a pas de raison que ça marche moins bien d'une façon ou d'une autre. Bien sûr qu'il faut faire des dispositifs, enrichir, accompagner dans la durée, etc. Ça, c'est frappé au coin du bon sens. Pour revenir sur le profil, le portrait robot des récalcitrants, moi je pense qu'ils sont de trois ordres. Il y en a qui vont plus l'être, c'est les organismes de formation. Parce que je pense que s'ils n'auront pas anticipé, ben là, ils prennent de plein fouet ce que c'est que d'être en retard sur la transformation digitale de leurs offres. C'est-à-dire qu'ils ont pu penser que quelque part, être un organisme de formation et faire du présentiel, ça les mettait à l'abri de ce que vivaient toutes les boîtes qui étaient obligées de s'adapter au digital. Ceux qui ne l'ont pas fait aujourd'hui le payent cash quand même.
Donc ça, c'est le côté organisme de formation. Le deuxième type de récalcitrant potentiel, c'était le responsable formation d'entreprise qui jurait ses grands dieux que le présentiel, il n'y avait rien de mieux. Et il a certainement raison quand on a une fois de plus un très bon prof qui sait faire de la très bonne pédagogie et qui sait profiter du groupe pour en tirer le meilleur parti et faire que le présentiel soit un luxe rentable, j'allais dire, effectif, qui porte ses fruits. Mais ce responsable de formation, il a bien compris aussi qu'aujourd'hui, il fallait qu'il s'adapte et qu'il fasse différemment. Donc, lui, c'est nécessité fait loi, c'est-à-dire que eh bien, nous, enfin, je pense que c'est certainement le cas de nos confrères ici présents, on a beaucoup de demandes aujourd'hui de gens qui nous disent help, aidez-moi à transposer mes formations et de mettre à disposition des ressources nouvelles et comment je fais, aidez-moi. Et j'ai bien compris que oui, c'est un besoin d'aujourd'hui, mais qu'il serait durable. Donc, récalcitrant dans les RF, je pense qu'on en aura de moins en moins. Et par contre, effectivement, récalcitrant dans les individus, là, je partage le point de vue Yannick, c'est de se dire que, effectivement, vu la charge du moment des gens qui sont en télétravail et le poids que ça représente, j'allais dire, la distance finalement et la charge cognitive que ça peut représenter, c'est vrai que là, c'est peut-être pas si facile et que là, on aura peut-être un sentiment de recul post-confinement, c'est-à-dire j'en peux plus des écrans, j'en peux plus du virtuel, je veux de la communication et de la relation mammifère et donc, si possible, avoir peut-être un effet balancier qui est entre dire bah oui c'est bien, mais moi j'en veux moins ou j'en veux plus pour l'instant en tout cas. Ouais, moi, les deux freins que je rencontre face aux récalcitrants, je mets des guillemets. Bon, vous vous rappelez, moi, je suis un optimiste. Hein. Le premier frein, c'est d'abord l'outil, la prise en main de l'outil. Je vais parler en tant que formateur qui anime, par exemple, des classes virtuelles, d'accord, ou quelque chose à distance en tout cas. Le premier frein, c'est l'outil. Il y a une espèce de se dire, non, mais moi, je veux pas, quel que soit l'outil d'ailleurs, comment j'utilise ton machin, c'est pas possible, etc. La deuxième chose, c'est la plus importante, hein, et c'est Jérôme qui l'a dit, je le vois. Ah, mais Jérôme, il a bougé de place. C'est Jérôme qui l'a dit, c'est le fait, ah oui, mais attends, le cours que je dois donner, bon, moi, je vous rappelle, je suis dans une école, hein, où la formation que je dois donner, en fait, il faut que je l'adapte. Et là, il y a un vrai frein, c'est que le boulot, il est pas si petit que ça, il est grand. Mais une fois qu'on a passé ces deux freins-là, ce qui est rigolo, c'est qu'on a énormément de retours des formateurs et des apprenants en disant, finalement, on apprend mieux en classe virtuelle parce que j'ose, c'est plus interactif, vous vous rendez compte à quoi on arrive, hein, c'est plus interactif, j'ai eu plus de questions qu'en présentiel et les apprenants me disent, moi j'ai osé poser des questions. Enfin, nous, comment on fait pour les récalcitrants, que ce soit des responsables de formation ou des apprenants, on leur fait goûter. Ça vaut toute argumentation, toute plaquette commerciale, tout. On leur offre des heures, ils testent. Et après, on débriefe. Et je vous assure que même quand on prend le temps d'expliquer ce que c'est qu'un cours par classe virtuelle, ce qu'on appelle de la visioformation, quand les gens l'ont pratiqué pendant une demi-heure ou une heure, ils ont plein de choses à dire et vraiment, ils ont compris. Alors qu'on aurait pu passer 2 heures à leur expliquer PowerPoint à l'appui, avec pourtant un même discours, un même vocable, ça ne leur parle pas de la même manière. Il faut vraiment le vivre pour ressentir toute l'efficacité et toute l'interactivité du dispositif. Après, pour les formateurs, je pense que là où on avait tous les types, tous les profils d'experts, des gens qui ont consciemment ou inconsciemment des freins par rapport aux nouvelles techno ou qui ne veulent pas se remettre en question, ce qui se passe actuellement les met devant le pied du mur et accélère la nécessité impérieuse, comme l'a dit Philippe, par rapport à des organismes de formation, c'est soit j'y vais, soit je meurs. On parle, mais sur les parcours mix, blended, plus longs, et je pense à toi, Sylvain, qui a cette expérience-là. Le récalcitrant, c'est celui qui grogne, c'est celui qui dit ouais, je ne vais pas y aller. Et puis il y a aussi, encore pire, certainement plus difficile à retourner, c'est le décrocheur. C'est celui qui n'a pas les capacités à se mobiliser dans la durée, qui se sent un peu perdu, qui, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, a perdu un petit peu pied. Celui qu'on ne voit plus apparaître, qu'on ne voit plus réagir. Comment on peut faire pour rattraper par les cheveux ceux qui ont complètement décroché? En fait, il y a plusieurs notions. En fait, dans ce qui a été dit là, il y a une notion de rythme, en fait, à mon avis, qui est importante. C'est-à-dire qu'il faut bien réfléchir en termes de jalons. Quand on est dans un processus blended, il faut vraiment arriver
à jalonner le parcours avec des points de rendez-vous qui vont imposer un rythme. En fait, il faut imposer un rythme. En fait, on peut pas laisser les gens choisir tout le temps tout seuls en autonomie. Sinon, c'est des autodidactes et ils n'ont pas besoin de nous. En fait, hein. Donc, si on met en place un processus, il faut le caler en fait dans le temps. Il faut une souplesse à l'intérieur de l'espace, mais il faut des jalons. Et après, la deuxième chose qui est plus compliquée en fait à gérer, à mon avis, et c'est pour ça que je vous trouve assez optimiste quand même globalement, c'est que euh, il y a quand même l'environnement de l'apprenant. C'est qu'en fait, la grosse problématique qu'on a à distance, c'est qu'on ne peut pas maîtriser l'environnement. C'est ça la grosse différence avec le présentiel. C'est-à-dire que dans le présentiel, vous avez une salle, des locaux, machin, vous accueillez les gens, vous les convoquez, ils viennent, vous chargez de tout. Vous leur donnez le café le matin, vous leur dites assieds-toi, lève-toi, sors, rentre. Voilà. Donc, ils n'ont même pas besoin de réfléchir. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc ça, c'est là, quand on est à distance, on le voit bien d'ailleurs actuellement, puisqu'on ne sait pas trop ce que font les gens. Ils ont leur môme ou je ne sais pas quoi, c'est l'enfer. Et quand on est en situation normale, parce que là, on n'est pas en situation normale, quand on est dans les entreprises, quand on dit qu'il faut goûter, c'est bien, mais il y a quand même des milliers de gens, des centaines de milliers de gens qui ont goûté depuis 20 ans la formation en ligne, et l'expérience, globalement, elle n'est pas bonne. Voilà. Et pour moi, les deux piliers, c'est ça. C'est comment j'impose le rythme et comment je balise en fait, le parcours de manière claire en fait, pour que l'apprenant comprenne bien comment il est et qu'il y ait des cordes de rappel en permanence pour pouvoir le rattraper si on voit que ça décroche, avec un système d'information qui nous permet de savoir où on en est. Et de l'autre côté, la capacité à sécuriser au maximum l'environnement. J'ai envie de faire moi, le lien entre ce que disait Stéphane et ce que vient de dire Sylvain, alors que je suis plutôt moi aussi d'un tempérament ultra optimiste, c'est parce que je me dis aussi que, Stéphane, tu parlais, la meilleure solution, c'est de faire goûter. On va récupérer aussi beaucoup de gens post-expérience confinement qui, eux, vont avoir été dégoûtés du digital. Parce que ce qu'on va leur avoir imposé dans un système totalement réducteur où tous ceux qui croient bien faire ont simplement mis en ligne des ressources en disant ben maintenant, voilà, je vous ai transmis du contenu, formez-vous. Et on va faire comme si vous étiez formé, parce que de toute façon, c'est ça le e-learning, hein, c'est mettre des ressources sur les tuyaux, dans les tuyaux et faire que les gens se débrouillent. Et que là, tous ceux qui étaient sceptiques, qui se sont retrouvés confrontés à ça, vont juste pouvoir faire le constat de dire attends, si c'est ça le digital, mais je sais maintenant pourquoi je ne voudrais plus jamais aller faire de digital learning ou de e-learning, parce que je l'ai vécu et pour rien au monde. Oui, et puis je pense aussi qu'il faut faire attention à un autre phénomène quand même, c'est que ça ne sert à rien de convaincre les convaincus. Hein. Ceux qui ont été capables de dire j'ai vu autre chose et qui le transposent, c'est ceux avec qui on n'a pas de problème en réalité. Les gens qui vont sur les MOOC actuellement, c'est pas n'importe qui. Hein. Donc c'est ultra sélectif. Je suis assez d'accord, Olivier, on en a parlé, je crois, la semaine dernière. Vous êtes quand même dans un contexte très favorable à l'IFP, où il y a déjà eu beaucoup d'expérimentation, les apprenants ont déjà eu beaucoup d'expérience, les profs voient aussi ce qu'ont pu faire leurs collègues, etc. Pour parler avec beaucoup de centres de formation qui sont par exemple en province, hein, ce n'est pas parce qu'ils sont en province qu'ils sont moins avancés, pas du tout, hein, il y a aussi des Parisiens, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Oui, il y a des Bretons aussi. Et des Belges. Voilà, il y en a pour tous les goûts, même en Italie pour tout vous dire. Voilà, ils ne sont pas dans le même contexte, ils n'ont pas la même favorabilité, si tu veux, à tout ça. Et aujourd'hui, ils vivent juste une simple substitution du présentiel. Et c'est ce qu'on dit souvent, c'est malheureusement la substitution, c'est pas là que réside le changement, c'est bien dans l'augmentation, modification, redéfinition de la modalité pédagogique. Après, il y a les récalcitrants d'avant et les récalcitrants d'après. Hein. C'est-à-dire que les récalcitrants, nous, on en a toujours connu depuis des années et des années pour la plupart d'entre nous. Il y a aujourd'hui cette situation que beaucoup ne veulent plus jamais revivre. Et les récalcitrants sont souvent sur... Quand c'est des apprenants, c'est souvent parce que le contenu il a été mal conçu quelque part. C'est que soit on a voulu trop en mettre, soit c'est trop théorique, soit c'est trop descendant, il n'y a pas d'interaction. Et donc les apprenants, ils vont être récalcitrants par rapport à ça.
Et les formateurs, c'est ceux qui n'étaient pas habitués au digital, qui ne savaient pas comment manipuler, comment faire, et qui du coup vont être un peu dégoûtés de cette technologie-là, parce que soit ils n'ont pas les bons outils, ils n'ont pas été formés, et on leur demande de faire quelque chose de digital, alors que ce n'est pas leur métier de base et ils ne savent pas faire. Ce soir, j'avais envie de me livrer un espèce de numéro, tu vois, avec un micro comme ça, un autre micro comme ça, une webcam mobile, pour dire que, encore une fois, les récalcitrants vont se demander qu'est-ce qu'on est capable aussi de dispenser comme formation à distance. Parce que la classe virtuelle, c'est pas non plus le remède à tout, quoi. Enfin, un PowerPoint en ligne avec un tableau blanc et un WooClap, quand on aura fait le tour de ça pendant quelques semaines, on fait quoi après? Est-ce que je peux casser ton optimisme, Nicolas? Ouais. Ouais, parce que pour pouvoir avoir un risque de percussion des formations les unes avec les autres et faire que notre apprenant soit débordé, je pense que l'hypothèse que tu poses, c'est qu'il y a encore des formations après la période de confinement. Or, moi, le risque que je vois, c'est que les organismes de formation ont perdu du business parce que les gens ne vont pas en présentiel et que demain, quand les gens vont pouvoir repartir bosser, les employeurs, ils vont les faire bosser. Ils ne vont pas les former. Parce que la formation, c'est un débours, quelque part, que la priorité, ça va être de rattraper le business perdu pendant ces 2 ou 3 mois, que les gens vont peut-être quand même aussi partir en vacances, et que donc dépenser en formation et se priver des gens qui sont censés produire, je pense que le trou dans le business formation, il n'est pas que des 2 mois que l'on est en train de vivre. Il va y avoir une répercussion, j'allais dire, sur les 6 prochains mois qui font que malheureusement, cette percussion possible des formations n'aura pas lieu. Il est beaucoup plus simple de dire, je mets quelqu'un qui fait le job dans une salle pour 10, 20 personnes, que je vais mettre une équipe en place avec des concepteurs pédagogiques, avec des infographistes, avec des mecs qui connaissent la technique pour choisir les bons outils, pour mettre tout ça. Ça, c'est beaucoup de boulot. Donc, indépendamment du coût, il y a un modèle économique qui est renversé et il y a beaucoup de travail à produire. C'est quand même faire un virage à 360 degrés, enfin 180 degrés plutôt, qui est un peu raide et qui prendra forcément du temps. Là, il y a des gens, pour donner une anecdote, il y a des gens qui m'ont dit en fait, avec le virus, ce qu'on a obtenu qui est vraiment spectaculaire, c'est que en fait, les formateurs ont commencé à mettre en ligne leur contenu et on a vu ce que c'était que les contenus des formations, le truc qu'il nous faut absolument pour Calliope et qu'on n'a jamais réussi à récupérer, qu'il fallait qu'on récupère avant la fin de l'année. Mais c'est hallucinant, ça veut dire qu'en fait, un organisme de formation n'arrive pas à récupérer le support de cours de son formateur. Et nous, on n'est pas récalcitrant quelque part parce que on n'a pas non plus switché vers un modèle tel qu'on est en train d'essayer de le prédire. Il n'y a pas de piège tendu, Nicolas, non? Si, jamais, on est copains tous les deux. Aujourd'hui. J'ai la prétention de penser qu'on a créé quelques modèles de formation qui étaient blended, sur lesquels on arrive aujourd'hui à se soustraire des parties présentielles qu'on avait prévues assez facilement parce que déjà toutes les parties distancielles étaient déjà scénarisées, tutorées, mis en collaboratif pour les apprenants avec des formateurs dont Olivier fait en partie, donc il pourrait vous en parler, avec des formateurs qui sont engagés et qui savent ce que c'est que du lâcher-prise et de la perte de pouvoir face à un contenu hypothétique qui t'appartiendrait depuis le XVIe siècle et Voltaire. Le rôle du formateur est en plein boom et doit changer indépendamment du digital ou pas du digital. Et donc, si je résume un peu, parce que j'ai pris 2-3 notes par rapport aussi aux discussions, en disant les freins principaux des formateurs, ils sont d'ordre soit technologique ou pédagogique. Et là où le digital a une influence, c'est au niveau technologique, au niveau pédagogique. Voilà, c'est déjà avant cette réflexion-là et ce changement de posture et cet accompagnement sur de facilitation et beaucoup moins transmissif doit déjà se poser. Au niveau de l'apprenant, les 2 points que Sylvain a soulignés, donc le rythme à imposer et la maîtrise de l'environnement. Là, le digital, il influence sur l'environnement. Le rythme en présentiel doit déjà pouvoir être imposé également Donc, je dirais le digital va avoir une influence au niveau de la technologie où là, il faut pouvoir accompagner les formateurs comme tout changement technologique qui peut y avoir et comme il y en aura encore. Et alors, et vraiment pouvoir mettre l'accent pour l'apprenant sur l'environnement dans lequel il va pouvoir apprendre. Et c'est là où, à mon avis,
on doit vraiment pouvoir travailler pour favoriser ce changement-là et convaincre les récalcitrants, quoi. Merci. Merci à tous. Bonne c'était super soirée. cool. Merci et santé alors. À la prochaine. À bientôt, ouais. À bientôt. Bon Ciao, apéro. ciao. Bientôt. Salut, merci à tous. Ciao. Bonne soirée. Non, j'allais dire des sottises. Enfin. Bah là, l'enregistrement est coupé, hein, on peut dire n'importe quoi. Ouais, c'est coupé. Plus On on peut est dire sur plein de Zoom, saloperies. c'est hier. Je suis devenu un pro de Zoom, hein, je surveille tout. Ça enregistre, moi j'ai dit qu'il fallait pas que ça soit diffusé, ça. Ouais, mais c'est enregistré.